arrivera. Donc il faut bien se mobiliser pour éviter qu'il y ait d'autres interpellations et puis pour demander la libération de tous les détenus d'opinion. Donc l'Union Hassan Lounes وقبل لا بديت نبريزونتي يسعد d'abord الوالي الحفيظ s'il veut dire un mot voilà ومن بعد تبريزونتي الزوف الاول الو سي بون الزوف الاول الساسي اون رسوا حسن الونس ذاك لنا اللي كيتبع عن les réseaux sociaux, un petit peu à la page Zaram, il existe, il est très actif, il s'aouqas dans son cœur. Comme la majorité des jeunes d'Aouqas, c'est une famille modeste, il faut qu'il ait un diplôme de l'université d'Alger, au chômage, il a un visa d'études, il va à France. Si France a le droit, il va au Canada, comme la très grande majorité des Aouqasiens. Le Canada, il s'est installé, il s'est débrouillé, il a refait sa vie. Et quand même, il a réussi, il vient de Limanis, c'est-à-dire ça prouve qu'il est quand même comme ça un génie. Malheureusement, ce pouvoir est mené à la Dinbiyen. Et il a deux ouvrages, le premier, La coureuse des vents, et l'autre, La République de l'Abîme. J'ai lu 2 fois, avec plaisir. Ce qui est quand même. Plus ils sont bien reçus par la critique au Canada, il a fait plusieurs télévisions, propres télévisions. Un gars, je l'ai vu 3 ou 4 fois, il a dégoûté à Tazra. Et La République de l'Abîme, c'est un roman d'actualité, surtout avec la montée des extrémismes religieux, identitaires, avec le problème avec les attaques à la culture, au Gala. C'est-à-dire, j'espère, que l'Abîme est parce que d'après le roman, ça fait peur. Voilà, l'UNES il est actif, c'est-à-dire, il a un site, un cabine universel, il contribue, il écrit. Et voilà, je ne vais pas dire plus parce que le Mouloud va le présenter un peu profondément. Et voilà, ça mérite de présenter profondément à Saint-Dazafna, donc on le voit. Donc, l'UNES, c'est un natif de la commune de la Daïra d'Aouqas, il est du Patelin, donc il est précisément d'Aïtaïsa. Il a fait toutes ses classes à Ouqas, du primaire et du lycée. Donc j'ai eu le plaisir et l'honneur de le côtoyer déjà au lycée. Et puis en 92, il a eu son bac, il a remis une licence de journalisme. Et puis il faut que sa licence, en 2001, il est parti en France pour un DEA, pour continuer ses études. Donc et il a soutenu une thèse qu'il a intitulée l'œuvre romanesque de Mouloud Mamri. Donc c'est lui le DEA. François, en 2006, donc il est parti au Canada, justement, là où il a exercé la fonction d'enseignant, donc il fait enseignant de la langue française certainement, j'imagine. Et au Canada, donc il s'est mis à l'écriture, il a son actif 2 romans. Et La coureuse des vents, c'est un roman qu'il avait présenté en 2016 même l'année de son apparition, et une année après, 2017, il a écrit son 2e roman, que voici, justement, et au Misma, La République de l'Abîme, et c'est un roman qui traite un peu de l'islam politique, ou de l'islamisme tout court. C'est un roman très passionnant, donc il traite un peu de l'histoire, un peu de l'anthropologie, un peu de politique aussi. Donc c'est un roman quand même qui reflète à une tendance, à une pensée que je peux dénommer d'ores et déjà la théorie du vivre ensemble, puisque dans ces 2 romans, il a fait allusion justement au vivre ensemble, que je considère comme une théorie philosophique, qu'il pourra développer justement au courant de son speech. Donc je n'en dirai pas plus, je lui passe la parole. Je vous souhaite bonne écoute.
Azofleoun. Je commence à chaque fois mes interventions publiques en disant la même chose. C'est très difficile de parler parmi les siens, à plus forte raison de parler de sa propre écriture, de ses romans. D'abord, avant que je commence à parler plus ou moins profondément de mes deux romans, j'aimerais saluer ma ville. J'aimerais saluer tous les gens qui œuvrent quotidiennement pour un vivre ensemble meilleur, pour puiser en chacune et chacun d'entre nous le meilleur. Je vois de jour en jour des gens qui s'accaparent la place publique pour dire qu'il y a une place pour le citoyen, il y a une meilleure place pour le vivre ensemble, que la démocratie, l'égalité, la laïcité ne sont pas l'apanage des sociétés occidentales ou des sociétés, entre parenthèses, les plus développées. J'aimerais à l'occasion dire bravo au Café littéraire d'Aucas, probablement le plus célèbre en Algérie, voire dans le monde entier. J'aimerais dire bravo à tous ces gens qui œuvrent quotidiennement pour nous sortir un tantinet de ce marasme généralisé, de cette dictature de la pensée qui s'accapare les moindres parcelles de plus en plus. Mais il y a une résistance qui s'organise chaque jour un peu davantage. Je peux citer entre autres le Café littéraire d'Aucas, les associations d'Aucas, le théâtre des Aïssa qui est aussi célèbre que le Café littéraire dans le monde entier. Bravo à ces musiciens, à tous ces artistes, à tous ces poètes et poétesses qui n'ont de cesse de remodeler notre vivre ensemble. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur rempart contre tous les intégrismes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient idéologiques, qu'ils soient doctrinaires ou je ne sais quoi, que l'art en général. Quand j'entends par l'art, j'entends tous les arts, j'entends par ça, par le théâtre, le livre, les arts picturales, la sculpture. Il serait vraiment essentiel qu'on essaye d'élargir ces espaces pour donner l'expression à un maximum d'acteurs sociaux qui changent le monde quotidiennement. C'est-à-dire, il faut donner la parole aux gastronomes pour que nos restaurants soient à l'image de nos cuisines à la maison. Nous avons des cuisines merveilleuses dans chacune de nos maisons. On ne la retrouve pas cette cuisine, cette gastronomie, on ne la retrouve pas sur la place publique. Nous avons des potières dans chacune de nos maisons. On ne les retrouve pas. Il y a une coupure, une rupture entre la maison et l'espace public. Et je pense que de plus en plus, il y a des gens qui prennent conscience de ça, que nous avons tant à donner à l'universel, nous avons tant à donner au vivre démocratique harmonieux. Voilà, grosso modo, merci pour l'invitation, je suis profondément ému, à plus forte raison quand on parle devant ses parents, devant ses cousins, devant ses amis, devant tous ces gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre à mettre ne serait-ce que quelques mots à ma plume, à tout ce que j'écris quotidiennement. C'est une passion comme une autre. Et pour écrire, je dis toujours, il n'y a pas mille et une manières pour écrire, il y a une seule façon. Je le dis à mes amis écrivains en herbe, comme je le dis à mes élèves, comme je le dis à mes amis, je dis écrire, la meilleure façon d'apprendre à jouer au foot, c'est de jouer. La meilleure façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire, ni plus ni moins. Il n'y a rien de sorcier, nous avons tous des passions qui se valent, qui sont pareilles. Et généralement, la passion est un déséquilibre. Pourquoi? Pour être passionné d'une chose, il faut enlever du temps à autre chose. Et pour écrire, pour faire du théâtre, pour se consacrer à une fondation, à une association, c'est une abnégation, c'est un sacrifice, c'est un temps qu'on prend à sa famille, c'est un temps qu'on prend à ses amis, c'est un temps qu'on prend de quelque part pour le mettre, pour le rajouter à sa passion. Donc merci. Pour maintenant parler de mon deuxième roman, je vais parler d'abord un petit peu de La Coureuse des Vents. La Coureuse des Vents, en vérité, La République de l'Abîme, c'est mon premier manuscrit, c'est mon premier roman. Je l'avais proposé à pas mal d'éditions, et toutes
avait refusé de le publier. À sa publication par mon édition actuelle, qui m'avait publié La Coureuse des Vents, hein, c'était un hasard, à la publication de la Coureuse de la République, à l'acceptation de la République de l'Abîme, j'ai eu l'occasion de parler avec l'édition, avec le réviseur correcteur. C'est l'un des plus grands réviseurs correcteurs au Canada. C'est un dinosaure, pour reprendre son mot, de la correction et de la révision. Il me dit, Lounas, c'est un livre, c'est un roman qui ne se refuse pas. Je reprends ces mots, hein, c'est un roman qui ne se refuse pas, c'est un roman qu'on a craint, c'est un roman qui fait peur, c'est un roman d'une actualité brûlante. Si la question de l'islam politique et des intégrismes se pose en Algérie d'une manière plus accrue, ailleurs, il se pose aussi dans le monde entier par rapport aux flux migratoires de plus en plus importants. C'est-à-dire la question du vivre ensemble est bousculée par les extrémismes du monde entier. Il ne faut pas se voiler la face, l'islam politique fomente indirectement la naissance des extrêmes droites en Occident. Donc il y a une parole populeuse et populiste qui a de plus en plus pignon sur rue et qui remet en cause beaucoup de choses. Et notamment qui fait ressurgir un certain orientalisme selon lequel ce sont des peuples, des gens, des pays qui sont presque incapables de civilisation. Je dis dans mes deux romans que non. Je dis dans mes deux romans que nous sommes capables de civilisation, et non seulement nous en sommes capables, mais nous avons produit de grandes civilisations. Aussi bien la civilisation berbère que la civilisation arabo-musulmane. Je mets arabo-musulmane toujours entre parenthèses, parce que c'est un concept arabo-musulman, parce que c'est une langue, c'est une civilisation qui a été produite qui a été écrite dans l'outil essentiel de l'écriture et de l'expression, c'est la langue arabe, et musulmane parce qu'on considère, les historiens considèrent que l'islam a fomenté indirectement la naissance de cette civilisation. Et la civilisation berbère, quand on me pose la question de l'orientalisme, je dis souvent que si la laïcité est occidentale, eh ben, je suis désolé, le roman est berbère, parce qu'appelé, on est le fondateur, avec l'Andorre. Et donc, la République de l'Abîme, je l'ai écrit en vérité avant La Coureuse des Vents, et je l'ai écrit bien avant 2084 de Boualem Sansal et Soumission de Michel Houellebecq. Si une édition avait saisi l'occasion, le roman aurait été publié bien avant. Alors, dans la République de l'Abîme, c'est quoi l'histoire un petit peu de la République de l'Abîme? C'est une dystopie. Une dystopie, c'est un règne théocratique, c'est-à-dire un gouvernement théocratique, qui puise sa légitimité dans les dieux, dans le Dieu un, ultime, exclusif, indiscutable et indiscutable. Il y a une dystopie, une théocratie qui est assise depuis plusieurs décennies. Et dans cette théocratie, les gens essayent de tirer leur épingle de jeu pour essayer de continuer à vivre tant bien que mal. Il y a 3 jeunes chômeurs qui est tout juste sortis de l'université, notamment Echel, son ami Elias et Youtoukan. Ils sont dans la mi-vingtaine. Et puis, ils essayent de se poser. Le roman commence par une violence inouïe. C'est un enfant à qui on coupe la main pour la simple raison qu'il ait volé une boîte de sardines. Et c'est la barbarie face à l'innocence, l'enfance. L'enfant, il va réagir innocemment en disant « Pourquoi vous voulez me couper la main ?» On lui dit « C'est parce que c'est Dieu qui le dit. » Mais il dit « Dieu ne serait-il pas en colère si vous me coupiez la main parce que c'est lui qui me l'a donné ?» Et puis, lui, innocemment, il croyait que sa main, de toute façon, c'est pas si grave que ça. Sa main finira par repousser. À un certain moment, il pose la question au coupeur et à l'imam salafiste, il lui dit « Est-ce que vous allez me remettre ma main une fois coupée ?» Et lui dit, on lui pose la question, pourquoi? Il dit, parce que je vais comme les dents, quand on nous arrache une dent, on la jette du côté du soleil et il finira par repousser.
Et il dit, donc je ferai la même chose avec ma main, je vais la jeter du côté du soleil, il finira par repousser. Et là, on éclate de rire. Un unijambiste lui dit, ça serait bien, moi aussi, j'aimerais bien que ma jambe repousse. Mais je commence le roman avec une violence inouïe pour dire, voilà, il y a des idéologies, il y a une idéologie sympathique, notamment, qui n'a rien à voir avec l'islam des ancêtres, qui est un islam qui puisait dans Kourdou, qui puisait dans le paganisme, dans le polythéisme, qui puisait dans nos cultures vernaculaires. Et donc, les trois jeunes en question se posent la question, comment échapper à sa condition? Comment échapper à cette théocratie qui, de toute manière, lapide, coupe des mains, tue, affame au nom de Dieu? Un jour, Achal reçoit un courrier anonyme qui le somme de chanter la chanson d'Anzar, le dieu de la pluie, le dieu de l'eau, le jour de la pendaison publique du Shir Sofi. Un imam, qui était comme nos imams de jadis, c'est-à-dire un islam de tolérance, un islam de vivre ensemble, un imam qui s'occupait de sa mosquée et qui n'intervenait pas dans la chose publique. Et là il reçoit un courrier avec un CD à l'intérieur qui dit le jour de la pendaison publique, parce que le shir a été apostasié, c'est-à-dire on a, entre parenthèses, halalisé son sang, pour la simple raison qu'il est appelé, alors qu'il était imam, c'est un imam retraité, qu'il est appelé à chanter Anzar, parce que la pluie, ça faisait longtemps qu'il n'a pas versé, parce que le ciel, ça faisait longtemps qu'il n'a pas versé une goutte. Et le jour de la pendaison publique, la chanson d'Anzar tombe dans le ciel de Safas, la ville de Safas, elle tombe dans le ciel, et les gens, avant de pendre l'imam Sofi, l'imam apostasié, se rappellent soudainement un chant que chantaient leurs ancêtres, un chant qui était quelque chose de banal, de profondément vernaculaire dans la région. Et inconsciemment, les hommes et les femmes se mettent à chanter en même titre que la chorale des enfants dans le CD, à chanter la chanson d'Anzar. Anzar. Après, on peut voir chacun sa version. Et à partir de là, il y a une théocratie qui, elle peut supposer tout ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas réellement effacer à 100% la mémoire d'un peuple ou des peuples. Et donc c'est un acte subversif, qu'a commis Elias et Achel. Donc ils sont condamnés à mort par contumace, et donc ils prennent la fuite. Tout au long de leur périple, ils vont faire des rencontres. Ils vont comprendre que dans ce pays fanatisé, il y a encore des gens qui essayent de sauver les meubles, entre parenthèses. Il y a des gens qui essayent ils découvrent un ancien enseignant retraité qui est un sauveur de la musique, un sauveur des genres musicaux. C'est comme Noé, à ceci près que Noé sauvait les espèces, alors que lui sauvait la musique pour qu'ils ne disparaissent pas, parce que l'art est banni en théocratie. Ils vont faire la rencontre justement qui dispatche cette musique dans tout le territoire. Ce sont trois musiciens et trois poètes qui croient en la musique qui guérit, la musique guérisseuse. Alors, dans la musique guérisseuse, dans les trois en question, j'ai fait exprès dans le récit romanesque de faire les trois personnages sont un chrétien, un musulman et un juif. Pourquoi? Parce que c'est pour dire la possibilité de vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Ce sont trois amis, en vérité, dans les ancêtres, étaient des rescapés des gens qui ont été chassés de l'Andalousie pendant la reconquête espagnole. Et historiquement, on dit que les gens les morts qui ont été chassés par la reconquête espagnole, il y a un mythe parmi eux. On dit que beaucoup de ces gens étaient partis de l'Andalousie
avec une clé dans la poche, la clé de leur maison. Et ils ont nourri le rêve pendant des générations et des générations de retourner un jour dans leur demeure dont ils ont été spoliés et de les ouvrir. Et de les ouvrir à nouveau. Donc c'est comme une terre promise, à ceci près, c'est pas une terre mythologique, c'est pas une terre mythique, c'est une terre réelle, parce qu'ils y ont vécu des siècles et des siècles. Et alors, pourquoi j'ai fait, pourquoi j'ai... Il faut faire ces caméras, je sais pas. Donc, je pense que à la Coureuse des Vents, quand j'avais l'honneur d'être ici parmi vous, j'avais parlé de cette allégorie, mais j'en avais pas parlé beaucoup dans la Coureuse des Vents. J'ai utilisé ces trois personnages issus des trois monothéismes parce que j'ai exploré plus profondément l'allégorie de l'anneau dans Nathan le Sage. L'œuvre de Nathan le Sage est une œuvre dramatique qui a été pendant des années interdite en Occident, parce que c'est la première œuvre qui dépasse l'idée de l'acceptation de l'autre, l'idée de la tolérance. Nathan le Sage, il a dépassé l'idée de la tolérance qui était prônée par les Lumières, par Voltaire, Diderot et compagnie. La tolérance, c'est-à-dire accepter l'autre parce que quelque part il le faut. Mais Nathan Sage est allé plus loin dans son œuvre dramatique, plus loin que la tolérance, c'est-à-dire il est allé quelque part vers l'altérité, vers se sentir redevable envers l'autre, considérer l'autre comme une partie de soi. Et l'histoire de Nathan le Sage, si vous me permettez, je vais la raconter, même si je l'ai déjà peut-être racontée de par le passé. L'allégorie de l'anneau de Nathan le Sage, c'est une histoire qui se passe. Nathan le Sage est une œuvre dramatique que Gotthold Lessing, le grand écrivain allemand, dramaturge allemand, a cité au XIIe siècle pendant les croisades. Al-Hurub Salibiyya, comme dit en arabe, au XIIe siècle, il y avait, vous savez, les croisades, c'est l'un des plus grands génocides de l'histoire. Il a fait 2 millions d'êtres humains assassinés à l'époque. Pour l'époque, c'était énorme, parce que l'humanité, à l'époque, ne dépassait pas 200 millions d'habitants. Donc c'était vraiment génocidaire. Quand on parle de la violence dans l'histoire, de la violence du sacré, ce n'est pas l'apanage de l'islam ou du christianisme, c'est arrivé dans toutes les religions. Donc Nathan le Sage, il a cité une histoire au XIIe siècle pendant les croisades, et je vais résumer. Le Vatican, par le biais du pape, avait envoyé un groupe de Templiers très bien formés pour assassiner Saladin, parce que Saladin était un grand stratège. Et lorsqu'il lui a envoyé les gens qu'il avait formés, qu'ils avaient fanatisés, etc., pour reconquérir le monde au nom du Dieu, ils ont été, le complot a été déjoué par l'armée de Saladin, et Saladin les a fait tous assassiner, excepté l'un des Templiers. Au moment où le soldat qui était missionné pour lui couper la tête levait son sabre, Saladin a vu quelque chose en ce Templier qui lui a rappelé quelque chose. Il a vu le sang de son frère. Il a vu que ce garçon, ce jeune Templier, ressemblait à son frère. Alors il a commencé à reconstituer quelque chose dans sa tête, et il a découvert qu'en effet, c'était le fils de son frère, du frère de Saladin, qui avait été christianisé de par le passé, et qui était parti du côté des chrétiens. Et donc, voilà, il lui a laissé la vie sauve. Bref, c'est une longue histoire à lire, il est très conseillé dans toutes les écoles du monde. Et puis, un jour, Nathan le Sage, par contre, Nathan le Sage, du titre de l'œuvre dramatique, c'est un juif commerçant qui était très sage. C'est-à-dire, il avait un sens du discernement très élevé. C'est quelqu'un
quelqu'un de très commerçant, très généreux, très bon, très tout ce que vous voulez. Un jour, qu'ils se sont rencontrés, il y avait Saladin, représentant de l'islam, Salah ad-Din, il y avait le Templier, représentant du christianisme, et il y avait Nathan, représentant du judaïsme. Saladin pose la question à Nathan, qui de nous trois détient la vérité? Vous êtes venus au nom d'une vérité, moi je me défends au nom d'une vérité, et certainement, toi Nathan le sage, tu es là au nom d'une autre vérité. Qui a raison de nous trois? Alors Nathan le sage lui raconte une petite histoire. Il lui dit, il était une fois un papa qui a trouvé un anneau. Et cet anneau était magique. Celui qui le mettait à son doigt, il lui donnait le pouvoir de la vérité, de dire la vérité. Il suscitait l'amour et lui donnait la puissance de la sagesse. Et il dit donc, le papa, au lit de sa mort, il l'a transmis à son fils, en lui disant que c'est un anneau qui a un pouvoir, etc. Il le transmet de fils en fils jusqu'à ce qu'il aboutisse à un papa qui a 3 garçons qu'il aimait d'un amour qu'il ne pouvait pas départager. Et il l'a donné, donc comment faire plutôt maintenant qu'il est vieux, qu'il est au lit de sa mort? Il les convoque séparément, chacun au lit. Avant ça, il a posé la question à un ami aussi sage, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai 3 garçons, je les aime d'un même amour pour faire vite. Il dit, tu sais, j'ai une idée pour toi, tu vas te faire fabriquer 2 anneaux identiques au premier, chez un orfèvre très connu alors, et tu offres à chacun de tes garçons un anneau qui est... tu le convaincs que c'est l'anneau de la vérité. Et donc chacun, au lit de sa mort, est parti avec un anneau. Mais après, quelque temps après la mort du papa, le problème ressurgit. Un jour, il y avait une petite querelle entre les 3 frères, et l'un des frères dit, de toute manière, mon père m'a donné l'anneau qui a le pouvoir de la vérité. Et l'autre frère, il lui dit, mais non, c'est moi qui l'a donné. Et l'autre, il dit, non, c'est le mien. Ah, un autre problème. Ils vont voir un sage, il leur dit, votre papa était quelqu'un de très sage, parce qu'il vous aimait d'un amour qu'il ne pouvait pas départager. Il ne voulait pas que vous vous querellez maintenant. Donc, considérez que votre papa était très intelligent et très sage. Si vous voulez maintenant voir pour la vérité sera du côté de celui qui œuvrera pour le bien, de celui qui sera intègre, honnête, etc. Revenez dans 1000 ans, peut-être vous allez trouver un juge plus sage que moi, il vous dira qu'il appartient à la vérité. C'est une œuvre qui a dérangé à l'époque beaucoup. Il a été interdit pendant des décennies, même récemment il a été interdit parce qu'il remet en cause la définition intransigeante de la vérité, c'est-à-dire qui détient la vérité. Parce que la vérité, si elle n'est pas indiscutable, ça s'appelle la certitude. Et la vérité de la raison est une vérité qui évolue tous les jours. Donc la République de l'Abîme, il est un petit peu tissé autour de ça. C'est-à-dire, au fait, quel est le meilleur vivre ensemble capable de nous faire cohabiter, de créer une harmonie, de vivre ensemble? Eh bien, c'est un vivre ensemble citoyen qui respecte la différence de chacun, qui donne la place pour chacun, etc. Mais le périple des 3 personnages continue parce qu'ils ont entendu, parce que quand ils ont reçu le courrier, il leur a indiqué qu'après la chanson d'Hazard, vous allez emprunter un chemin jusqu'à ce que vous arriviez à un village, le Maquis. Et selon une rumeur, ça s'appelle le village des poètes. C'est là où les gens qui n'en peuvent plus ont rejoint le Maquis pour détrôner l'État théocratique. Et donc, ils vont découvrir un village, un puisatier. Un puisatier, c'est celui qui creuse les puits. Ils vont découvrir un puisatier dont son peuple a été décimé. C'est un génocide, on l'a fait disparaître de la géographie. Pour la simple raison, ils avaient le secret de trouver l'eau. Et comme c'est la sécheresse dans tout le pays, le calife suprême est un grand détourneur d'eau. Et donc, pourquoi j'ai procédé ainsi? C'est pour dire simplement que, quelle que soit l'idéologie,
elle puise dans une divinité ou qu'il puise dans une réalité humaine, etc. Son but, généralement, c'est le pouvoir. Et donc, de périple en périple, de rencontre en rencontre, ils arrivent au village des poètes, soi-disant entre parenthèses, mais là commence aussi le questionnement. Ces gens qui se préparent à faire la guerre à cet État, ne reproduisent-ils pas la même histoire la même chose qu'ils ont combattue? Est-ce que les faiseurs de guerre peuvent faire la paix? Winston Churchill, en 1945, après avoir été 2 fois d'affilée Premier ministre de la Grande-Bretagne, 1945, donc pour lui, le héros, le grand sauveur pratiquement du monde, du nazisme, il a été battu à plate couture pendant les élections. Les Anglais lui ont signifié la chose suivante: les faiseurs de guerre ne peuvent pas faire la paix. Il a fallu que Winston Churchill soit un petit peu dans le vivre ensemble de la paix après la Deuxième Guerre mondiale pour qu'il revienne quelques années après, et là, on l'a réélu. Mais, entre parenthèses, c'est comme si on l'a détaché d'abord de son capital belliqueux, guerrier. Et le roman ne dit aucune vérité. Je vais m'arrêter là parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore lu. Et donc, voilà.